Le leadership féminin, une posture mentale et un levier de transformation pour la société. Pour ce thème, je veux l'aborder en posant trois préalables. Le premier, revenir sur cette notion du leadership féminin et partager ma perspective. Selon ma perspective, le leadership, il est intrinsèquement lié à l'humain. Et donc, je ne pars pas vers une approche qui est genrée. Et je comprends toutefois qu'on ait pu modéliser à partir d'observations de leaders féminins. Qu'est-ce qu'on voit comme caractéristique qui est le plus rencontré et à partir de cela, pouvoir définir un style de leadership féminin. Le deuxième préalable va concerner cette perception que nous avons quand on parle de leadership qui va nous orienter d'abord vers l'autre, donc vers l'extérieur. Quand on va parler de bienveillance, idem, on va plus aller vers l'autre, vers l'extérieur et mon approche nous amènera à faire le mouvement inverse, à revenir à soi, de sorte à ce que ce leadership et cette bienveillance qu'on saura avoir pour soi soit un levier pour adresser l'extérieur. Donc, le leadership dont les autres vont pouvoir bénéficier, la bienveillance dont les autres vont pouvoir bénéficier sera tout simplement une conséquence de ce que nous aurons réussi à déployer à notre niveau. Le troisième point que je vous apporte ici comme préalable, c'est la façon dont mon intervention sera construite. Elle va tourner autour d'une histoire de vie, de sorte à faciliter le parallèle avec votre histoire personnelle. Je suis Evelyne Yeboah-Rouland et il me fait vraiment plaisir de partager ce moment avec vous. Alors, pour le premier tableau que j'ai pour vous, c'est un tableau qui vous présente une jeune fille de 18 ans qui est orpheline de père. Elle est aux prises à des blessures émotionnelles et son quotidien est rythmé par des pensées limitantes, ce qui va freiner sa capacité à se développer dans son leadership et donc sa capacité à influencer. Cette situation l'amène à abandonner son rêve d'être médecin. Le point d'apprentissage que j'ai pour nous au travers de cette première mise en situation, c'est commencer par soi. Commencer par soi, je vais l'aborder sous deux axes. Le premier axe est la conscience de soi. Se leader, faire preuve de bienveillance envers soi, commence par un diagnostic personnel. Et pour le faire, on va répondre à cette simple question. Comment je vais? Faire la lumière sur son état émotionnel, psychologique, sur son dialogue intérieur, va nous permettre de faire un lien direct et de voir l'impact sur notre posture mentale et donc sur notre leadership parce que toutes ces sphères intérieures interviennent. L'action concrète que je vous propose, c'est l'introspection. L'exercice de l'introspection, vous pouvez le faire de plusieurs manières. Je recommande souvent à mes clients de prendre ce que j'appelle des rendez-vous avec soi. Vous allez tout simplement réserver des plages horaires dans votre agenda et prendre du temps avec vous pour vous. C'est le temps d'explorer ces différentes réalités intérieures, d'y faire la lumière parce qu'on sait que cela a un impact direct sur notre posture mentale. Si c'est un exercice qui est peu aisé à faire seul, je vous recommande de consulter des professionnels qui pourront vous amener vers ces conversations intérieures profondes. Le deuxième axe que je peux vous proposer aujourd'hui, c'est la connaissance de soi.
Reconnaître ses capacités intellectuelles et humaines est un puissant levier pour nous permettre de nous déployer et donc de déployer notre leadership. On le voit de façon à nous faire prendre conscience de nos forces, de nos capacités et de ce avec quoi nous pourrons effectivement amorcer, déclencher, initier des transformations et pouvoir les soutenir durablement. En termes d'outils pour grandir dans sa connaissance de soi, je vous propose ce qu'on connaît, qu'on voit assez régulièrement dans les processus de recrutement, donc notamment des tests psychométriques, les bilans de compétences. Vous pouvez rajouter la rétroaction en consultant différentes personnes de votre entourage pour avoir leur feedback sur vous et réunir tous ces éléments-là. Ces outils-là sont réellement appropriés pour développer cette connaissance de soi. Donc, au terme de ce premier tableau, je veux vous laisser avec cette question. Et vous, quelle réalité intérieure impacte votre posture mentale et par ricochet, votre impact? Nous poursuivons avec le deuxième tableau et nous gardons bien évidemment notre jeune fille qui, entre-temps, est devenue une jeune femme adulte, professionnelle brillante, une épouse et une mère. À 34 ans, elle se retrouve veuve et cette situation la plonge dans un face-à-face avec elle-même dans lequel elle a le privilège de revenir, même si les circonstances ne sont pas gaies, à un questionnement existentiel. Elle se pose la question de savoir si elle est juste née pour subir la vie. Est-ce qu'elle va encore abandonner? Est-ce qu'elle va abandonner son projet d'immigration qui est en cours? La réponse, je vous la partage. La réponse est non. Pourquoi non? Elle s'est appuyée sur l'élément que j'ai préparé pour vous et que j'appelle l'ancrage. Cette fois-ci, la décision est différente. Vous vous souvenez, dans le tableau 1, quand elle a perdu son père, elle avait fait le choix d'abandonner ses rêves. Tableau 2, elle se retrouve veuve, mais elle choisit de ne pas abandonner un projet majeur qui était en cours. On voit qu'il y a un changement de posture mentale. Qu'est-ce qui lui a permis de dire oui, je continue, je persévère et de refuser de renoncer? Cette décision, ce switch, il a été porté par un élément spécifique que j'ai appelé l'ancrage, comme je vous le disais tantôt. Dans son cas, l'ancrage a été son expérience. Elle avait réalisé que face à un autre événement de deuil majeur antérieur, elle avait pris une décision qu'elle était capable de challenger. Elle a réalisé que, mais toute l'énergie qu'elle a mis à se détourner de son rêve d'être médecin, elle pouvait tout simplement utiliser cette même énergie pour avancer dans son rêve. Et c'est de là que le déclic est venu. C'est de là que l'expérience a été le support qui a motivé le changement de posture mentale. Il est important de noter que tout changement a besoin d'une motivation. Peu importe qu'elle soit intrinsèque, qu'elle soit extrinsèque, il y a un pourquoi, il y a quelque chose auquel s'adosser pour motiver le changement, ce que j'ai appelé l'ancrage. Dans notre cas,
Nous sommes à un grand rassemblement autour du leadership féminin. Le but de mon intervention est de nous faire réaliser que notre posture mentale va être déterminante dans le déploiement de ce leadership-là. Alors, il est important de se questionner sur la motivation. Qu'est-ce que nous allons utiliser comme point d'ancrage pour activer ce changement de posture mentale? Nous avons une première motivation qui est le thème de ce rassemblement, déployer un leadership qui est un réel levier de transformation pour notre société et nos organisations. Quelle autre motivation tu es capable de ressortir en allant dans la posture intérieure? Qu'est-ce qui va me conduire de façon forte vers un changement dans ma posture mentale pour mieux déployer ce leadership et avoir cet impact souhaité? Voici une question que je vous laisse à nouveau. Quel sera votre ancrage pour amorcer un mouvement au niveau de votre posture mentale? Le troisième tableau que je vous présente, et une fois de plus, nous gardons notre femme. Cette femme qui a dit oui à son projet d'immigration le poursuit et l'achève parce qu'elle l'a résolu. Elle s'installe au Canada avec pour objectif d'impacter sa terre d'accueil. Ici, je veux souligner comme point d'apprentissage, comme point de croissance, le caractère transversal et transférable de la posture mentale. Le switch, le déclic qu'elle aura eu, qui lui a permis de poursuivre ce projet, crée quelque chose qui est transférable dans son chemin de vie au Canada. J'aime souvent à le rappeler quand je suis dans mes formations, dans mes accompagnements, dans mes conférences avec des immigrants, que la posture mentale ne change pas juste parce que j'ai pris l'avion. C'est un transfert, c'est un déplacement, c'est la beauté. Donc, quand le travail a été fait pour adopter une posture mentale positive, peu importe au niveau où on se trouve, l'endroit où on se trouve, les personnes avec lesquelles nous évoluons, c'est acquis et nous nous déployons. A contrario, si nous demeurons et que nous ne faisons pas l'effort de la transformation, du changement de posture mentale pour quitter la posture négative et embrasser la posture positive, peu importe les atmosphères magnifiques, spéciales dans lesquelles nous serons introduites, il ne se passera rien. Donc, c'est important de souligner ce caractère-là, transversal et transférable de la posture mentale. Et nous aurons évidemment choisi la posture mentale positive. Donc, forte de cette posture mentale positive, cette femme s'est déployée sur sa nouvelle terre. Elle a choisi de devenir une actrice de transformation en développant davantage son leadership et une série d'initiatives, une série d'implications en ont découlé. Et comment ce leadership-là a été concrètement développé? Il y a encore 3 points que je vais vous partager ici. Le premier point, c'est sortir de sa zone de confort. En tant que femme leader et leader bienveillante, il est important d'accepter que l'inconfort fait partie du chemin vers l'impact, vers la réussite. C'est non négociable, c'est ainsi. Il faut être dans l'accueil de cette vérité. Le deuxième point, c'est embrasser l'inconnu et le risque. L'incertitude et le risque sont inhérents au leadership. Donc, les accepter, c'est choisir de voir ces éléments-là, non comme des menaces, mais comme des opportunités d'apprentissage, d'innovation et de dépassement de soi.
Le troisième point, se libérer de l'approbation des autres. Le fait de travailler à une meilleure conscience de soi et une meilleure connaissance de soi ne va pas nous permettre de nous enfermer dans le regard d'autrui. Une leader qui réussit à se libérer de la validation va trouver sa force dans ses propres convictions et dans ses propres valeurs. Cela va lui permettre de prendre des décisions qui sont alignées à sa vision, même si ces décisions-là ne sont pas toujours populaires. Et pour terminer, j'aimerais tout simplement vous dire que cette femme dont je vous ai parlé dans ces trois tableaux n'est nulle autre que celle qui vous entretient en ce moment, celle qui vous partage ce message en ce moment. Et j'espère que cette manière de structurer mon intervention vous aura amené à faire le voyage intérieur vers votre propre histoire pour accepter de vous déployer en commençant le travail de l'intérieur vers l'extérieur. Acceptez que dans le leadership féminin bienveillant, les principes de base vont vous conduire à oser être vous. Donc, à embrasser votre authenticité, votre unicité, votre identité, à oser agir et à oser avancer, même dans l'incertitude. Je ne saurais terminer cette intervention sans vous partager ce que j'ai appelé le bonus. Et je vais vous donner lecture de quelques éléments tirés d'une étude de la Harvard Business School. L'étude est intitulée, c'est un article plutôt, To be a great leader, you need the right mindset. To be a great leader, you need the right mindset. Et cette étude qui a été menée sur plusieurs dirigeants, top dirigeants, a permis de ressortir un ensemble distinct de mentalités qui vont affecter la capacité des grands leaders à s'engager avec les autres, à naviguer avec plus de succès dans le changement et à jouer leur rôle de leadership plus efficacement. Donc, les mentalités qui sont partagées ici se déclinent et qui sont recommandées en 4 états d'esprit. Il y a l'état d'esprit de croissance, qui est une croyance selon laquelle les gens, y compris les leaders eux-mêmes, peuvent changer leur talent, leur capacité et leur intelligence. Des décennies de recherche ont montré que les personnes qui ont un état d'esprit de croissance sont plus aptes mentalement, souvenez-vous, on a parlé de posture mentale, donc à aborder et à relever des défis, à tirer parti de la rétroaction, à adopter les stratégies de résolution de problèmes les plus efficaces, à fournir une rétroaction en matière de développement aux subordonnés, donc aux différentes équipes, aux collaborateurs, à s'efforcer et à persévérer dans l'atteinte des objectifs. Le deuxième état d'esprit qui est recommandé, c'est l'état d'esprit d'apprentissage. Il implique d'être motivé à augmenter ses compétences et à maîtriser quelque chose de nouveau. Les leaders qui ont un état d'esprit d'apprentissage sont plus préparés mentalement à accroître leurs compétences, à s'engager dans des stratégies d'apprentissage approfondies, à rechercher des commentaires et à faire plus d'efforts. Ces leaders sont dits également plus persistants, adaptables, désireux de coopérer et ont tendance à fonctionner à un niveau supérieur.
Le troisième état d'esprit qui est recommandé, c'est l'état d'esprit de promotion. Les leaders ces leaders-là, se concentrent sur les victoires et les gains. Ils identifient un but, un objectif ou une destination spécifique et donnent la priorité à leur progression. L'étude nous dit que les leaders qui ont un état d'esprit de promotion sont plus enclins à la pensée positive, plus ouverts au changement, plus susceptibles de persévérer malgré les défis et les revers et démontrent des niveaux plus élevés de performance dans les tâches et des comportements innovants par rapport aux leaders qui ont un autre état d'esprit. Je viens donc de terminer cette intervention et j'espère qu'elle nous aura aidé à ressortir des outils qui vont nous permettre de travailler sur nous de l'intérieur vers l'extérieur pour développer ce leadership féminin dans la bienveillance et être dans la bonne posture mentale pour être résolument des leviers de transformation pour notre société et pour nos organisations. Je vous remercie.